Bonsoir. Suite à quelques ennuis techniques, les 10 premières minutes du webinaire de mercredi dernier n'ont pas été enregistrées, donc je les enregistre à nouveau ce soir. Comme je vous l'avais dit, le programme de ce webinaire, c'est dans un premier temps l'accueil des intervenants et la présentation de l'équipe technique, après quoi je vous donnerai quelques rappels théoriques sur les processus de deuil. Puis nous rentrerons dans la séquence de questions-réponses avec nos témoins invités et puis nous clôturerons le webinaire. Pour l'équipe technique, jusqu'à maintenant dans les webinaires précédents, vous n'avez pas pu les voir physiquement. Donc Frédéric Brionnes est aux manettes techniques du Zoom. Igor RS est à la gestion des questions. C'est au travers de vos questions que vous inscrirez en les tapant que Igor les sélectionnera et nous les donnera. Toute la communication est gérée par Cécile Noal. C'est elle qui vous envoie les mails, qui vous adresse les messages LinkedIn, Facebook, qui vous adresse aussi le lien pour le Zoom, et c'est moi-même qui suis à l'ingénierie pédagogique. Alors, petit rappel de nos invités témoins, pour ceux qui ont vu la conférence, vous les connaissez déjà. Bruno, Eric, Jean-Marc et Nelly. Nelly, ce soir, ne pourra pas se joindre à nous. Bruno, rapidement, a aujourd'hui 62 ans. Il habite en Afrique du Sud depuis 4 ans, après avoir habité pendant 11 ans à Hong Kong et 20 ans en Angleterre. Donc, après un savant calcul, vous vous rendez compte qu'il a passé plus de temps dans des pays anglophones que des pays francophones. La difficulté qu'il a eu à traverser, l'alcoolisme, et donc le deuil qu'il a dû faire est celui de l'estime de soi, et c'est ce dont il nous parlera ce soir. Eric a 61 ans, il est thérapeute, coach, éducateur. Eric et moi avons travaillé pendant 5 ou 6 ans ensemble, et il se trouve qu'Eric, il y a 16 ans, a perdu son fils aîné, son deuxième fils, pardon, Maxime, qui s'est suicidé à l'âge de 16 ans. Jean-Marc est aujourd'hui patron d'un média qui traite du handicap. Jean-Marc a la particularité d'avoir eu un accident de vélo à l'âge de 8 ans, qui l'a cloué au sol pendant de très nombreuses années, et depuis, il est en fauteuil roulant, donc il est paraplégique. Nelly, elle, avait vécu, après 36 ans de bons et loyaux services dans son entreprise, un licenciement qu'on pourrait qualifier d'abusif en l'espace de quelques semaines. Alors, revenons à quelques éléments très pratiques ou très théoriques. En fait, le deuil est toujours à considérer comme une étape qui s'inscrit dans un cycle normal de croissance. Ce cycle normal de croissance est en 5 étapes. Première étape, c'est l'attachement. En fait, nous avons besoin de nous attacher pour grandir, pour nous développer. Nous pouvons très bien nous attacher à une personne, un groupe, un lieu, un objet, une idéologie, un rêve, une croyance, j'en passe. Une fois que l'attachement se met en place, eh bien, progressivement se développe le lien. Et la force du lien que nous allons mettre ou avoir vis-à-vis de notre attachement va bien sûr dépendre de l'investissement que nous y aurons mis, des enjeux qui sont associés justement à cet attachement et de la durée du lien. En fait, la vie nous amène à changer nos attachements, changer parce que nous grandissons. Et en fait, l'enjeu de nous séparer de certains attachements, c'est précisément de continuer à grandir. Parfois, ces attachements nous sont enlevés ou nous avons nous-mêmes envie de nous séparer. À partir du moment où effectivement se place cette séparation, on parlera plus communément de rupture. En fait, la rupture est un événement qui marque et qui signifie comme le changement extérieur. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Et finalement, cet événement rompt l'équilibre, rompt une stabilité, rompt une certaine routine. La rupture peut elle-même être choisie ou imposée. Et dans certains cas, c'est vrai que elle nous est imposée.
En tout état de cause, le deuil est un élément constitutif du cheminement de croissance et le deuil sera d'autant plus long que l'investissement aura été fort. Et donc ce deuil se fera difficilement ou sera long dans la durée et éventuellement douloureux si la séparation est occasionnée par finalement une rupture qui n'était pas prévue, comme un deuil ou et comme la mort de quelqu'un. Et donc, une fois que nous avons traversé le deuil, eh bien, nous sommes en mesure de nous réattacher. En fait, lorsque nous parlons du processus de deuil, c'est important de le comprendre. Le deuil, c'est le fait de retraverser la succession d'émotions, qui est induite par la séparation et notre, hem l'exigence de notre psychisme, c'est justement de transformer ces émotions. La psychanalyse parle à cet égard de perlaboration. Perlaborer finalement les émotions, c'est les transformer et c'est ce en quoi consiste le processus de deuil. Faire son deuil, c'est donc repasser autant de fois qu'il est nécessaire par les étapes de perlaboration des émotions et cela va nous permettre en fait d'accepter cette perte et on va constater qu'il y a 2 deuils. Un deuil, j'allais dire, de contenu, c'est-à-dire nous avons conscience que nous avons perdu quelque chose. Par exemple, si je suis licencié de mon entreprise, effectivement, je me retrouve avec un chèque de licenciement et du jour au lendemain, je n'ai plus à aller au travail. Ça, c'est entre guillemets facile à reconnaître. Simplement, c'est pas facile à admettre. Et donc, si le changement extérieur est indiscutable, en fait, procéder à l'articulation du deuil, c'est ni plus ni moins procéder à une transformation intérieure pour prendre conscience des conséquences de ce deuil. Donc, il va y avoir à mettre en place une double acceptation. L'acceptation de ce qui est arrivé, c'est-à-dire le contenu du deuil lui-même, et puis l'acceptation de ce processus par lequel nous allons transformer nos émotions. Et lorsque la rupture n'est pas acceptée, en fait, on va constater dans ces cas-là que l'espace à créer pour qu'il y ait rattachement ne vient pas précisément parce que le, la personne est encore tout occupée à éventuellement la souffrance et les différentes émotions que nous connaissons, que sont la tristesse, que sont la colère, que sont éventuellement la culpabilité, le chagrin, la dépression, enfin tout cet ensemble finalement d'émotions qu'il va falloir revisiter. Et donc on voit bien que le réattachement ne peut se faire que quand on a effectivement nettoyé la place. Et donc quand le deuil ne se fait pas, eh bien on va constater que la personne a tendance à mettre en place des processus d'isolement, voire de rupture avec soi-même, de divorce avec soi-même. Et finalement, la personne éprouve un sentiment d'abandon. C'est comme si elle se quittait elle-même. Et on va voir du coup apparaître un certain nombre de symptômes, la violence contre soi et contre les autres, des phénomènes de dépression très forts, des maladies, qu'elles soient psychosomatiques ou noétiques, le nose voulant dire le sens. Donc les maladies somatiques, c'est les maladies de vide existentiel ou de vide de sens. La personne n'arrive pas à reconstruire du sens, qui est un des points essentiels pour que la personne arrive à conduire sa vie correctement. Et puis, lorsque les deuils ne se font pas, on peut aussi voir apparaître des phénomènes d'addiction, addiction à l'alcool, à la drogue, au tabac, au sport, au jeu, etc. Ce que l'on connaît, entre guillemets, assez bien, souvent de l'extérieur. Et du coup, ce que moi, dans ma pratique, j'ai pu voir émerger, outre ces aspects, j'allais dire théoriques que je connaissais, eh bien, j'ai vu apparaître en fait un certain nombre d'étapes qui sont connus par 2 modèles, hein, ou qui ont été décrits par 2 modèles, le modèle d'Elisabeth Kubler-Ross en 5 étapes et le modèle de François Délivré, qui est une déclinaison de ce modèle au monde du coaching. Et fort de ces 2 modèles et de mon observation quand j'accompagnais, j'ai pu mettre en place ou en œuvre ou en évidence plutôt, j'ai pu mettre en évidence un certain nombre d'étapes qui étaient souvent passées sous silence.
Et donc, le premier point de processus de deuil, c'est d'abord le fait qu'il y ait une reconnaissance, ou que la personne reconnaisse qu'il y a rupture d'attachement. Et souvent, la personne, bien sûr, est obligée de reconnaître qu'il y a une rupture d'attachement. C'est-à-dire, alors que j'avais un travail le lendemain où j'ai été viré, je n'ai plus de travail. Donc, je suis bien obligé d'accepter, ou plutôt de constater le fait qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus. Ça, j'allais dire, le réel est d'une telle violence que c'est difficile de ne pas s'en rendre compte. Simplement, dans le processus de deuil, il y a deux dimensions. Il y a la dimension du contenu, qu'est-ce que je perds, et je perds ça parce que c'est arrivé. Et donc, il y a un travail sur qu'est-ce qui est arrivé. Puis, il y a un deuxième travail qui est au niveau du processus, qui est, mais comment ça se fait que ça me soit arrivé? Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a toujours deux dimensions dans le processus de deuil. Faire le deuil du contenu, de qu'est-ce que j'ai perdu, mais comment ça se fait que j'ai perdu ça? Et en fait, souvent, le blocage se situe au niveau du processus. Et donc, si le processus ou si un processus d'accompagnement n'est pas mis en place, eh bien, la personne ne peut pas transformer ce qui l'habite. Ce qui se passe donc après cette rupture d'attachement, c'est qu'on va retrouver ce qui est assez connu, l'étape du déni. Non, c'est pas vrai, ça ne peut pas être possible. Le fait que la violence de la séparation génère une sidération va maintenir cet état de déni. C'est-à-dire que la personne ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, les livres qui rendent compte des expériences de mort imminente, voire les livres qui parlent de ce qui se passe après la mort, disent souvent que les personnes décédées sont eux-mêmes dans une sidération. Et donc, c'est mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ce déni et cette sidération est l'étape numéro 1 qui vient juste après la rupture d'attachement. Deuxième étape assez classique, c'est une colère énorme, voire éventuellement une culpabilité. Et Eric en a très très bien témoigné de la culpabilité qui est finalement une résultante de quelque chose qui est inadmissible et où les uns et les autres, soi-même et surtout les autres, vont essayer de chercher un sens. La situation, il faut y trouver un sens. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, les accusations mutuelles peuvent être très fortes, ce qui amène les personnes à éprouver de la culpabilité. Puis, l'étape suivante, c'est souvent des peurs, voire des terreurs existentielles. C'est des terreurs qui sont très viscérales, c'est-à-dire que la personne ou le corps de la personne prend conscience que les choses peuvent finir. On a vu dans le témoignage de Bruno que la perception que les choses pouvaient finir, qu'on pouvait mourir, a été constitutive du coup de pied qu'on donne au fond de la piscine pour remonter. Donc, quand on parle de terreur viscérale, c'est une réalité indiscutable, parce que le corps sait, lui, qu'il ne durera pas au-delà de cette existence, alors que la perception de la conscience qu'on a peut encore perdurer et on peut très bien se penser éternel. Je ne cherche pas à avancer ici une conception spirituelle des choses, mais force est de constater que beaucoup de gens se croient éternels, par contre leur corps sait qu'il ne l'est pas. Et donc les peurs et les terreurs, on va les rencontrer effectivement comme une étape à part entière. Et deux choses apparaissent aussi, c'est la tristesse et la mélancolie. La tristesse ou le chagrin, on pourrait dire que la tristesse ne porte pas de fruit, tandis que le chagrin porte un fruit. Le danger de la tristesse, c'est qu'on tombe dans une mélancolie et qu'on soit maintenu dans une tristesse éternelle, abyssale, qui alterne avec la colère et puis éventuellement avec les peurs, etc. Et puis l'étape suivante, c'est effectivement le fait que, eh bien, il y a cette rupture avec soi-même où les gens sont confrontés à leur propre jugement, au jugement des autres et mettent en place un processus de désocialisation. Et cette désocialisation, Jean-Marc en a parlé de façon criante, c'est le système qui désocialise. Eric en a parlé aussi de façon criante, c'est l'environnement qui désocialise. Et Bruno en a parlé aussi de façon
criante, c'est que finalement, pour pouvoir s'en sortir, il y a besoin de couper avec les anciens liens et il y a une désocialisation à laquelle il faut se confronter, se frotter. Voilà. Et pendant ces étapes-là, François Delivray dit que ces étapes-là, finalement, sont le reflet ou vont donner l'occasion plutôt de marchandage avec soi-même. Et il en avait décrit 9 ou 10, ces marchandages, qui en fait permettent aux personnes de se leurrer ou d'imaginer qu'ils vont pouvoir faire l'économie du désagrément des émotions qu'ils traversent. Et donc en fait, ce sont toujours des tentatives de ne pas être en contact avec la souffrance. Et puis, une grande tentative, c'est de mentaliser les choses et d'essayer de court-circuiter finalement ces étapes en rendant finalement la chose comme normale. Donc, on va sublimer, on va mentaliser, on va rationaliser, ce qui est assez normal. C'est toujours une tentative et puis force est de constater que, et les témoins en parleront mieux que moi encore, c'est pas possible, quoi, ça ne marche pas. Et du coup, on se prend comme en pleine figure une étape de désespoir et de vacuité. Et Eric le soulignait très fortement, la notion de perte de goût. Pareil, Nelly le disait très bien, perte de goût de vivre, perte de sens, c'est-à-dire mais quelle signification tout cela peut-il avoir? Et c'est comme si nous étions une fourmi qui essaye de remonter un trou en sable et qui à chaque fois se retrouve au fond du trou en sable parce qu'il n'y a pas de prise. Et donc la perte de sens est très forte et du coup, eh bien, ce qui émerge, c'est une perte de direction. Voilà, et ce moment-là est un moment extrêmement critique qui peut être très grave parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à remonter. Les 4 témoins ou témoignages que nous avons eus nous ont montré combien, à un moment donné, il y a une redécision. C'est-à-dire, chacun de nos témoins ont témoigné, ont dit à quel point ils ont décidé quelque chose qui leur permet de faire un recentrage. Et souvent, on a tendance à penser que le deuil se fait de lui-même et que nous allons pouvoir faire l'économie d'un recentrage et d'une redécision. Eh bien, la réponse, c'est non. Et leur témoignage, je le connaissais, je le savais théoriquement, mais il y a un moment donné où vraiment la décision est essentielle. Je l'ai vécu moi-même au moment d'un burn-out que j'ai fait en 2013, assez sévère, et je me souviens que mon fils aîné m'avait dit « Papa, tu vas partir à l'hôpital parce que tu es malade, mais sache que nous, on t'aime. » Excusez-moi, j'ai une émotion qui monte là, qui n'était pas prévue. Et je me suis retrouvé, donc bien sûr, le soir à l'hôpital. Et là, je me suis dit de 2 choses l'une. Soit tu considères que le rapport que tu as avec toi-même et finalement le rejet de toi-même est ce qui prévaut, soit tu acceptes d'être remis dans une décision qui t'appartient parce que y a un lien qui s'établit et ce lien est de qualité. Et donc, ce qui est frappant dans la redécision, c'est une redécision de créer des liens qui vont faire vivre plutôt que de rester sur un lien avec soi-même qui est délétère. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel et c'est ça que j'essaye de solliciter lorsque j'accompagne des gens qui doivent faire le deuil de quelque chose sans que ce soit forcément dramatique. Mais il est clair qu'il ne peut pas y avoir de remontée sans redécision. Et du coup, comment ça va se manifester? Par un coup de pied, avec un retour de désir de vivre. Et ça, chacun pourra encore en témoigner, soit vous le réécouterez, soit vous poserez des questions, parce que c'est ça qui m'a beaucoup touché chez chacun des témoins, c'est ce retour du désir de vivre, qui est le résultat comme opérationnel d'une redécision. Et du coup, seulement peut advenir la notion de pardon,
pardon à soi, pardon à l'autre et pardon à la vie. Certains ajoutent un pardon à Dieu qui n'a pas de sens d'un point de vue spirituel, mais qui peut avoir un sens d'un point de vue psychologique. Là, ici, j'ai pris le terme de vie pour être plus générique et ne pas donner une dimension d'ordre spirituel. Et puis, le point qui arrive généralement après, c'est la capacité de construire une nouvelle réalité et qui constitue un élément du cadeau caché. Et cette nouvelle réalité s'articule d'abord autour d'un nouveau rapport à soi, d'un nouveau rapport à l'autre et d'un nouveau rapport à la vie et à la nature, hein, ce que Abdenour Bidar avait spécifié comme étant le triple lien qui permet de rester vivant. Deuxième élément qu'a profondément mis Eric en lumière, c'est la sortie profonde d'un scénario ou des scénarios limitants, hein, du passage finalement d'une logique de survie, il faut bien vivre, il faut bien s'occuper de ses enfants puisqu'ils sont encore vivants, à et si moi je pouvais finalement rompre avec ces scénarios limitants et choisir de vivre plutôt que de survivre. Et du coup, ce qui résulte de ces deux premiers points, c'est le nouveau sens qui est donné à l'existence. Et ça, ce nouveau sens qui est donné à l'existence, et ça c'est un point que je veux vraiment souligner, il ne peut advenir que parce qu'il y a eu processus de deuil et que parce qu'il y a eu rupture d'attachement. Autrement dit, si le chemin n'avait pas pu, ou n'avait pas donné l'occasion à cette rupture d'attachement, ce nouveau sens n'existerait pas. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui peut exister sans le deuil. Et on n'est pas en train de dire que le nouveau sens est mieux que celui d'avant. Ça, je me permettrai pas de le dire. Mais c'est à chacun à le dire. Et du coup, la capacité de dire ce nouveau sens a une valeur ajoutée supérieure au sens que je faisais avant va être très important. Le point suivant que j'ai souligné dans mon modèle, et ce sera pratiquement les quelques derniers point que je voudrais souligner, c'est que la conviction qui est la mienne, c'est que lorsqu'il y a rupture d'attachement, vraisemblablement, l'existence nous a donné d'expérimenter des expériences de revivance avant la rupture. C'est-à-dire, c'est comme si l'existence nous avait fait des clins d'œil en nous disant « tu ne mourras pas, il va y avoir une autre réalité ». Mais il est évident que cette promesse ou ces graines de revivance ne peuvent pas être vues autrement ou avant que le processus de deuil n'ait été fait. En d'autres termes, ça n'est donné, c'est donné dans l'absolu, mais le fait que ces éléments qui ont précédé la rupture d'attachement soient visibles, le fait que ce soit visible, ça provient de ce que justement on revisite ce qui s'est passé avant la rupture d'attachement. Et du coup, ce que j'appelle moi l'accompagnement maïoticien, et qui est vraiment une spécificité du travail que je fais, c'est que lorsque la personne est sortie complètement de son deuil, qu'elle a déjà eu le cadeau caché, qu'elle a pu créer un nouveau rapport à soi, à l'autre, à la vie, qu'elle a commencé à travailler ses scénarios les plus limitants et à donner un nouveau sens à l'existence, ce que je propose, c'est de dire, et si nous allions revoir ce qui s'est passé juste avant la rupture d'attachement? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit clin d'œil de l'existence qui t'appellerait finalement a posteriori à avoir confiance? Et le constat que je fais, c'est qu'un cas sur deux, eh bien, les personnes ont été en capacité d'identifier ces espèces de graines de revivance qui, dès lors, deviennent des promesses de renouveau. Et ce qui se passe, c'est comme on a vu que le deuil était un élément constitutif de la croissance, prendre l'habitude d'aller visiter ce qui s'est passé avant les ruptures d'attachement des deuils qu'on a fait, va créer une confiance dans la vie qui est supérieure à celle qu'on aurait si on n'allait pas revisiter ce qui s'est passé avant. Et c'est ce que j'ai appelé le travail de relecture, hein, qui est un petit supplément d'âme qui est donné, où lorsque nous allons être à nouveau confrontés à des ruptures d'attachement, eh bien, nous puissions pour nous-mêmes dire « j'ai déjà fait l'expérience d'une revivance ». Ce qui n'enlève en rien
le côté pénible et difficile du deuil à vivre, mais c'est établir une espérance qui est profonde et qui est, j'allais dire, stockée dans le soi et pas dans le moi. Le moi, il va toujours devoir vivre la rupture d'attachement, la descente dans les enfers, mais la partie la plus intime, ce que saint Ignace de Loyola appelait la fine pointe de l'âme, celle-là, elle devient un roc. Que dis-je, un roc, une péninsule, aurait dit effectivement Edmond Rostand, mais bon, c'est pas dans le même cadre. Là, c'était juste pour mettre un peu de légèreté, parce que ça devient un peu lourd. Autrement dit, l'idée, c'est de raffermir l'intériorité et la confiance dans la vie. Et du coup, et ce sera mon dernier point, Frankl propose une triade fondamentale. Il dit l'être humain, pour qu'il puisse conduire sa vie et trouver du sens, eh ben, ça veut dire que je vais affirmer comme un axiome que la vie a un sens, et moi j'ajoute, même si la mienne n'en a pas. Et un des 4 enjeux existentiels les plus profonds, c'est de constater que sa propre vie n'a pas de sens tant qu'on n'écrit pas un sens à sa vie. Alors on peut dire, mais moi je suis convaincu que la vie a un sens, etc. Mais c'est aussi une manière de court-circuiter la responsabilité qui est la nôtre de effectivement donner un certain sens à sa vie. Et donc Frankl dit, la vie a un sens même si la mienne n'en a pas, et du coup il va être essentiel d'accompagner la personne pour qu'elle fasse du sens. Ça, c'est son premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une volonté intérieure chez la personne de créer du sens, c'est-à-dire une volonté de signifiance. À tout moment, elle va se poser la question de savoir qu'est-ce que ça signifie. Freud disait tout est libidinal et tout est sexuel. Adler disait tout est un problème d'impuissance et donc les relations que nous établissons sont là pour réparer cette confrontation à l'impuissance. Ce que dit Frankl et qui est vraiment révolutionnaire, c'est peut-être il y a des éléments qui sont liés au plaisir, peut-être il y a des éléments qui sont liés à la relation comme réparation d'un sentiment d'impuissance, mais ce qui est premier, c'est la volonté de signifiance, c'est-à-dire c'est le sens. Autrement dit, si vous privez les gens de créer du sens à partir de ce qu'ils vivent, eh bien, vous les faites mourir plus vite que si vous ne leur donnez pas à boire et à manger. Autrement dit, on peut très bien vivre, grosso modo, 60 jours sans manger et sans boire. À partir au-dessus de 40 jours, 50 jours, ça devient quand même dangereux pour la santé. Mais on voit bien que les gens qui font de la grève de la faim ne meurent pas tout de suite. Et donc, on peut grosso modo vivre 40 à 50 jours sans manger, mais on ne peut pas vivre 40 à 50 jours sans donner du sens à ce qui nous arrive. C'est pas possible. Alors, il ne s'agit pas de donner des sens existentiels qui vont révolutionner notre vie, c'est pas tellement ça. Mais nous sommes des êtres qui sont profondément mus par un besoin de sens. Et puis, sa troisième assise, c'est que finalement, ce qui rend les gens uniques, c'est leur capacité et leur liberté à donner le sens qu'ils donnent à leur vie. Et souvent, on dit que les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient indispensables et c'est une manière de dire que les gens, personne n'est unique, qu'on peut faire du remplacement. Frankl a une affirmation très claire. Nous sommes tous indispensables, non pas forcément indispensables pour notre entreprise, mais indispensables pour créer du sens à notre existence parce que personne ne pourra le faire à notre place. C'est un don inaliénable qui nous a fait, qui nous est fait, pardon, et qu'il faut qu'on gère. Autrement dit, on s'aperçoit que le gros problème du deuil, c'est la perte de sens et que nous sommes toujours libres à la fois de vouloir donner du sens et libres de donner le sens qu'on donne. Toute la question, ça va être précisément que le sens soit ouvrant et il ne soit pas sclérosant. Or, parfois, les personnes ont besoin d'être accompagnées parce que manquant de discernement et d'affection ou d'amour ou de bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes, ils rentrent dans la création d'un sens qui est aliénant et qui est moins que l'absence de sens. Voilà, j'en ai fini pour le rappel de ces différentes étapes. Maintenant, on va rentrer dans la phase que je voulais,
qui était pour moi particulièrement importante de questionnement. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est effectivement à la fois d'écrire vos questions si vous ne l'avez déjà fait, et puis je vais commencer en fait les questions en ouvrant le débat, et puis après on alimentera le questionnement par vos interrogations. Alors, je voudrais commencer par Eric. Eric, tu as témoigné dans la conférence que tu avais perdu un fils il y a 16 ans, à l'âge de 16 ans, qui s'était donné la mort. Et tu m'avais parlé à l'époque de sa sœur qui avait 12 ans. Donc aujourd'hui, elle en a 28 ou 29. Et tu m'as dit, il arrive que des personnes fassent un deuil différé. Est-ce que tu peux nous parler de la notion de deuil différé, qui est à mon avis très importante? Merci Jérôme, de te entendre parler des polarités du deuil me touche toujours autant, parce que ça sonne vrai, parce que c'est vraiment ça. Et en même temps, chacun le vit d'une manière unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ordonnance, une linéarité du deuil. Chacun vit une expérience absolument unique. J'ai constaté depuis 15-16 ans que je recherche beaucoup comment se passe le deuil, que beaucoup de jeunes enfants et beaucoup d'hommes vivaient des deuils différés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un deuil différé? C'est finalement une image, c'est mettre pause, arrêt sur image, parce que le psychisme n'est pas capable de gérer l'extrême violence d'un événement de perte, d'une expérience de perte. Et c'est ce qui s'est passé pour ma fille, effectivement, qui avait 11 ans quand son frère est mort très brutalement. Elle a fait arrêt sur image alors que son frère et nous, ses parents, nous avons avancé au cours des années dans un processus que tu viens de décrire. Et puis, je me rendais compte que Lucille était comme indifférente, comme absente au chemin que nous parcourions. Je m'en inquiétais vraiment et je recherchais un peu ce qui se passait. J'ai constaté que, elle n'avait pas la capacité de perlaborer une pensée par rapport à l'événement qu'elle était en train de vivre de la mort de son frère. Ça, c'est le premier point. À 11 ans, elle n'avait pas une capacité de structurer une explication, une pensée sur cet événement-là. La deuxième chose, c'est une personnalité qui n'a pas une aisance pour exprimer ses émotions spontanément. Et c'est la particularité de certains jeunes et c'est la particularité de beaucoup d'hommes. De ne pas pouvoir accéder naturellement à l'expression des émotions qui nous traversent lorsqu'on vit une violence pareille. Et donc, ces personnes-là, inconsciemment le plus souvent, mettent le bouton sur pause. Ce n'est pas un marchandage conscient, c'est un mécanisme de survie. Et j'aimerais vraiment aussi dire là, il n'y a pas de deuil pathologique. Il y a juste, on est tous parfaits et chacun, on fait avec ce qu'on est et avec ce qu'on a comme moyen. Et c'est parfait. Ma fille a parfaitement mis en œuvre une stratégie de survie pour ne pas mourir à la mort de son frère. Et cette stratégie de survie, elle a duré 10 ans, 15 ans. Et grâce à cette stratégie, aujourd'hui, elle est vivante et pleinement vivante. Jérôme, tu as eu l'occasion de faire sa connaissance hier soir, donc Oui. c'est un sacré événement. Et, et vraiment, elle est blessée, évidemment. Elle est en train de vivre, elle est en plein dans le deuil de son frère. Et ça fait 3-4 ans qu'elle nous témoigne, à nous, ses parents et à son frère, eh ben, du chemin de douleur, du chemin de réflexion, du chemin de traverser des émotions, de la mort de son frère qui a eu lieu il y a 16 ans. C'est assez étonnant. Et c'est d'autant plus difficile que nous ne sommes pas là où elle est. Plus personne n'est là où elle est. Elle est toute seule en train de vivre ce deuil, alors que nous, on a déjà traversé ce chemin. Et la spécificité de ce deuil différé, c'est que c'est des personnes qui vivent une grande solitude de leurs étapes de deuil, puisque les autres l'ont déjà fait, puisque l'environnement a déjà complètement intégré l'absence de celui qui est parti. Mais elle est en train de vivre pleinement la douleur de cette absence. Et donc, ça demande un accompagnement très particulier, déjà de dépathologiser le fait de vivre un deuil différé. C'était juste une stratégie de survie tout à fait parfaite. Et puis, deuxièmement, de tenir compte de l'environnement qui n'est plus du tout présent au deuil
que la personne est en train de traverser. Voilà les deux particularités qu'il faut prendre en compte dans l'accompagnement. Puis beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, et surtout pas dire ma pauvre chérie, ça fait 16 ans qu'il est mort, il faudrait peut-être bien que tu passes à autre chose. Non, non. Ça, c'est le mystère de l'alchimie de chacun. Il y en a certains qui vont le vivre tout de suite, puis d'autres qui vont le vivre dans 10 ans, 15 ans, voire 30 ans. Et il faut savoir prendre l'unicité de chaque deuil et tenir compte de ce deuil différé quand on arrive à le diagnostiquer. En tout cas, ce Merci. n'est pas un deuil pathologique, c'est un deuil normal, mais qui ne se fait pas en même temps que les autres. Merci Eric pour cet apport parce que je pense que ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Oui, tout à fait. Et la tentation de l'environnement, c'est effectivement de rentrer dans cette phrase très normative, il faudrait que tu passes à autre chose. Ben Oui. non, ben non. Oui. Je voudrais poser la question maintenant à Bruno. Euh, J'ai choisi de t'interviewer alors que ton témoignage pouvait plus relever de comment on sort d'une addiction et on a vu que l'addiction était un des processus ou un des phénomènes, des symptômes d'un deuil pas vécu. Et ce qui m'a beaucoup touché dans ton expérience, c'était le fait que le deuil est autour de l'estime de soi. C'est-à-dire, il y a une perte par l'addiction, il y a une perte totale d'estime de soi, une désocialisation, un rejet de soi. Et tu as beaucoup souligné dans ton témoignage la décision qui s'est faite. Et je me souviens, tu faisais comme ça a bien été vu, on a bien vu dans la conférence. Hop, tu dis, à un moment donné, j'ai décidé. Et du coup, qu'est advenu cette estime de toi aujourd'hui? Merci Jérôme pour cette question, merci à tous. Et merci de faire état du fait que le deuil pour moi, d'ailleurs j'étais assez surpris quand tu m'as demandé de participer, quand tu m'as demandé si tu pouvais m'interviewer, je ne voyais pas très bien à quoi le deuil s'attachait. Mais effectivement, en te réécoutant sur le modèle que tu nous as présenté, je m'aperçois que je suis passé par toutes ces étapes. Effectivement, la séquence, bon, ça va, ça vient. Et, et la remontée de l'autre côté, je dirais quelque chose d'assez continu. Alors, effectivement, quel a été mon deuil? Ça a été un gros choc pour moi de réaliser un jour que je souffrais d'une condition qu'est l'alcoolisme. Parce que l'image que j'ai d'un alcoolo, qui est une image qui est assez bien partagée de façon collective, c'est pas très glorieux. Avoir le cancer, on a beaucoup plus l'amitié et la gentillesse des gens. Avoir l'alcoolisme, je ne vous cache pas, à tous ceux qui êtes là, que je me sens un peu mal à l'aise. Je suis l'alcoolo ici. Et ça travaille un peu à l'estomac. Mais bon, c'est la réalité. Et donc, effectivement, merci Anne-Sophie, ça a été un gros choc de me dire, tu n'es que ça. Tu es au même niveau que l'image la plus désagréable qu'on puisse se faire d'un être humain alcoolique qui n'a plus aucun respect pour soi, pour rien, etc. Alors l'estime de moi aujourd'hui, c'est plus du tout la même. C'est plus du tout la même. C'est toujours work in progress, c'est toujours en travail. Et c'est un travail délibéré. C'est-à-dire que c'est un travail conscient, ça n'est pas j'attends, oh, ça va aller mieux. Non, c'est une recherche au niveau spirituel, au niveau des ombres psychologiques, des blessures, etc. Aujourd'hui, ce qu'elle a, cette estime de moi, je dirais, c'est de la bienveillance. C'est essayer de trouver un peu de gentillesse et de laisser tomber
tous les scénarios, tous les messages contraignants, durs. Et je crois que l'éducation française ou de la classe moyenne française peut conduire à beaucoup de messages très durs. On n'est jamais assez, on n'est jamais assez bien. Euh, et, et aujourd'hui, ces messages-là, bon, ben, je les ai perlaborés, c'est ça le terme? Oui. Alors, la notion de perlaboration, c'est un terme psychanalytique qui fait référence au travail de transformation de nos émotions. Donc, effectivement, on a élaboré quelque chose d'autre, on a restructuré quelque chose d'autre qui va générer des émotions qui sont de fait différentes. Mais la perlaboration fait directement référence au travail de transformation. Il y a transformation. Cette transformation, elle est permanente et elle est continue. Et je sais que quand je me laisse aller sur mes lauriers, excusez-moi si les expressions, je les ai perdues. C'est bon Bruno. Eh bien, je peux redescendre dans cette courbe. C'est-à-dire que il y a un cadeau, un énorme cadeau caché, mais il n'est jamais acquis une bonne fois pour toutes. Pas dans mon cas de toute façon. Et il faut y travailler en permanence. Et des gens qui, comme moi, sont dans le monde, dans le traitement, comment on dit en français, le recovery. Le fait de retrouver sa santé. Oui, en traitement, hein, eh bien c'est que c'est un travail continu et qu'on ne peut pas, on peut pas s'arrêter. Moi, je m'arrête là. Merci Bruno. Je profite de ce que dit Bruno pour passer la parole à Jean-Marc. Jean-Marc disait juste avant que nous commencions ce webinaire combien le deuil était en fait un travail permanent. Et la question que je voudrais lui poser, c'est finalement, si aujourd'hui on te redonnait les jambes, qu'est-ce qui se passerait? Alors déjà, très bonne question et encore merci de me permettre de participer à ce débat. Et alors pour mon corps, hein, c'est pas tout mon corps, c'est pas toute ma vie. Moi, ce dont je souffre, c'est une lésion de la moelle épinière, c'est une section de la moelle épinière, donc ça n'implique pas que les jambes en fait. C'est bien d'autres choses. Aujourd'hui, je ne me pose pas et je me suis quasiment jamais posé la question de si je pouvais marcher, qu'est-ce que je ferais de ma vie. C'est pas tellement dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, si je devais retrouver mes jambes, si je retrouve toutes mes fonctions en tout cas pour avoir une vie ordinaire, bon, ça serait bizarre parce que déjà j'ai du mal à m'imaginer. Ensuite, j'ai tellement construit ma vie avec mon handicap, avec ma différence, tout ce qui me distingue et avec ce que mon handicap m'amène comme vision de la vie, que je me dis que si je devais retrouver des jambes, ça veut dire que je devrais faire un deuil, mais à l'envers. Alors, je veux dire, faire le deuil de mon handicap, de tout ce que mon handicap m'a permis de réaliser, de les rencontres qu'elle m'a permis. Mon handicap m'a permis, tout ce que ça m'a apporté comme force et tout ce que ça m'a amené comme questionnement interne et comme remise en question pour me construire. Et donc, ça voudrait dire que je me dis, bah alors, quelque part, les gens me connaissent à travers mon handicap. Moi, je vis avec ça et donc je sais que le regard des autres porte aussi sur mon handicap en permanence. Donc, ça me ferait pas si psychologiquement j'arriverais à assumer ça. Parce que du coup, je reverrai la société totalement différemment. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans l'idée que quand nous sommes assis, eh bien, on a une vision, j'allais dire ras des pâquerettes entre guillemets, quoi, mais une vision, oui, effectivement, proche du sol. Hein, et donc, et quelques fois où j'étais amené à pouvoir me mettre debout, pas évidemment par la force des jambes, mais par l'intermédiaire d'aide technique, ça fait très, 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 très bizarre. Hein. Je vous garantis que
c'est waouh, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, je pense qu'à la fois, psychologiquement, ça serait perturbant. Ça serait aussi de faire le deuil de tout ce que ben, et donc d'envisager la vie de manière totalement différente, donc d'aller vers l'inconnu en quelque sorte. Hein. Je suis même pas sûr que, voilà, spontanément, je ne vois pas ça comme l'idée d'une vie extraordinaire ou de retrouver des choses que je ne peux pas faire, que je ne peux plus faire, et comme un énorme avantage pour moi de tout d'un coup de retrouver des gens. Donc c'est un peu mitigé. Ouais. Ok, merci Jean-Marc. La question était, j'allais dire, hypothétique, mais en même temps, elle permet d'élaborer des choses que tout le monde se pose plus ou moins comme question, quoi. Je donne la parole à Igor qui va maintenant faire un bouquet de questions adressées aux uns et aux autres. Il faut que tu mettes ton micro, Igor, parce que sinon on ne va pas t'entendre. J'étais en train de dire que ce soir, c'est pas un bouquet, c'est un magasin de fleurs. C'est un quoi? Un magasin de fleurs. Ah oui. J'ai plusieurs questions et je vais peut-être m'adresser directement aux témoins dans l'ordre dans lequel ils sont intervenus. Pour Eric, j'ai une question de Jérémy qui demande: est-ce que cette expérience te donne une sensibilité particulière pour accompagner les professionnels qui doutent d'eux-mêmes? C'est clair que cette expérience m'a comme réveillé ou affûté mes émotions, ma conscience de moi et ma conscience de la vie. J'ai une conscience certainement plus aiguë de ma finitude, du rapport à la mort, pour moi, mais aussi pour l'ensemble de la société. J'ai vraiment l'impression qu'on a du mal à vivre parce qu'on n'est pas en raccord avec notre conscience de notre finitude. Et que c'est une grande grâce, une grande chance que d'être en conscience qu'on va mourir un jour et que la vie est un cadeau absolument magnifique. C'est vraiment un des cadeaux principaux que m'a fait Maxime en partant, même si l'événement de sa mort reste d'une violence incroyable. Je pense que j'attire dans ma clientèle des gens qui ont un besoin de monter en conscience sur leurs émotions, sur leur deuil, sur leur souffrance. Et ce n'est pas un effort pour moi que de les accompagner, puisque c'est, je dirais, ça a émergé par l'ensemble de l'alchimie de ma vie qui est liée à cet événement de la mort de mon fils. Je ne sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais ma propre alchimie a généré des fleurs, puisque tu as pris, Igor, l'image des fleurs et du magasin de fleurs. Ben, les fleurs ont poussé toutes seules sur une terre qui avait été ravagée. Et c'est le miracle de la vie, c'est que même sur les endroits les plus ravagés, il repousse des choses assez incroyables. Je suis tombé amoureux d'un arbre qui est vers Moulins, dans le centre de la France, qui s'est pris la foudre, qui n'est pas très beau à voir parce qu'il a vraiment pris la foudre. Mais si vous voyez la vie qui a germé à partir de ce tronc mort, parce que le tronc est mort, mais la vie qui a germé autour de cet arbre, c'est incroyable. Et je suis absolument émerveillé par cet arbre. Et quand je rencontre des humains qui ont pris la foudre, je les reconnais tout de suite et ils me reconnaissent tout de suite. On se reconnaît. Et donc, oui, c'est pas en termes de compétences. Hein, bien sûr qu'il faut des compétences techniques. Je suis coach, thérapeute, je suis éducateur spécialisé et ça aide. Mais c'est surtout l'expérience de vie et la conscience de ce qui est vécu qui germe, qui fait des fleurs. Et je m'en réjouis chaque jour. Hein. C'est vraiment ma joie de vivre aujourd'hui, profondément. Tu parlais du deuil différé de ta fille. Du coup, la question, c'est comment toi, tu vis ce deuil différé? Est-ce que ça peut réactiver ton deuil? Est-ce que ça te permet toi aussi de traverser ce deuil différemment? J'aime bien ce qu'a dit Bruno, c'est jamais fini, même le cadeau caché. Il faut le rechercher tous les jours presque.
Je l'ai vécu difficilement, le deuil différé de ma fille, parce que je dis souvent que le départ de Maxime a été dur, mais il y a une chose qui a été beaucoup plus difficile, c'est de voir mes deux autres enfants souffrir comme des fous là, pendant des années. Ça a été vraiment difficile. Maxime, il est mort, je ne sais pas où il est, mais il est mort. Les deux autres, ils sont vivants. Et ils scoltinent cet événement et difficilement. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que je vois des prémices de vie revenir chez ma fille après 3-4 ans vraiment très difficiles de vie. Voilà. Et puis, comme je l'ai partagé à certains d'entre vous, il y a 3 ans, j'ai vraiment vécu un effondrement énergétique qui est lié à ma sortie de ma stratégie de survie qui a duré plus de 12 ans. Et ça s'est fait à l'occasion de l'émancipation de mes enfants. Ma fille s'est émancipée, a réussi Sciences Po, s'est autonomisée financièrement. Et toute ma stratégie de survie qui était basée sur aider mes enfants à survivre s'est écroulée. Et bienheureuse épreuve qui me permet depuis 3 ans, malgré cet épuisement psychique, d'être enfin en vie, en vraie vie, et plus dans une stratégie de survie. Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question. Oui, ça m'a percuté, ça me percute encore aujourd'hui, hein, les cicatrices de mes enfants, les souffrances de mes enfants, les miennes. Mais en même temps, plus les jours passent et plus je savoure la vie et plus je savoure de les avoir et de les voir comme cet arbre mort fleurir de partout, quoi. Mais c'est vrai que quand je vois la partie cramée chez eux, la partie calcinée chez eux, ben, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Merci Eric. Juste, je voudrais dire, là je lis de la part de Marie-Laure, vos témoignages me bouleversent positivement et me donnent envie de me plonger dans Frankl. Vous êtes des vrais princes. Je tenais à vous le dire parce que c'est bon pour le moral. C'était la station d'essence où on a des bons vieux sandwichs. Là, ça fait du bien. Je te redonne la parole, Igor. Alors, question pour Bruno de Jérémy. Qu'est-ce qui aurait pu être aidant? Quel conseil donnerais-tu pour accueillir une personne de notre entourage qui souffrirait d'alcoolisme? Merci. Première observation, je dirais, c'est l'acceptation que l'alcoolisme est une maladie, que ça n'est pas une défaillance de la volonté, ce n'est pas de la faiblesse. Le nombre de gens absolument extraordinaires que je connais dans mes groupes de recouvrement, de soins, qui sont des gens qui sont montés en haut de l'Everest, qui ont fait plus de 100 fois l'hypermarathon en Afrique du Sud de Comrades, qui fait quand même 87 km, tout en étant alcooliques, hein. Donc, ce ne sont pas des gens faibles. Donc déjà, une première chose, c'est de reconnaître qu'il y a une maladie. Je ne pourrais pas en parler plus. Je ne sais pas si c'est psychique, mental, chimique, je ne sais pas. Malheureusement, dans le domaine de l'addiction, et cette soirée est sur le deuil, pas sur l'addiction, donc il ne faut peut-être pas y passer trop de temps. C'est que il faut arriver à une étape de ce qu'on appelle le rock bottom. Il faut aller au fond de la piscine pour donner ce coup de pied. Et tous ceux d'entre nous qui avons réussi à toucher un fond et d'y donner un coup de pied, nous savons que nous avons beaucoup de chance parce que énormément de gens meurent de l'alcoolisme. Énormément. On en meurt. Et en général, c'est une mort lente qui n'est pas belle du tout. Et qui n'amène aucune charité, aucun sens de noblesse. Donc,
malheureusement, il arrive un moment où on ne peut pas aider la personne. On ne peut pas juste faire en sorte qu'il n'y ait pas de bouteille à la maison, ça ne sert à rien. Alors, quelquefois, d'emmener cette personne dans un centre de traitement, dans un rehab center, quelquefois, ça marche, mais pas toujours. Donc, je n'ai pas de recette à donner. Malheureusement, je n'ai pas de recette à donner. Mais ce qui arrive souvent, c'est de mettre deux alcooliques, l'un qui est en traitement, l'un qui est sur la voie montante, avec quelqu'un qui est dans la souffrance, change les choses. Donc, pour ceux d'entre vous qui soit vous battez avec l'alcool ou une autre forme d'addiction, soit qui vous avez un proche, une connaissance qui se bat avec ça, ben, je commencerai par lire le livre des alcooliques anonymes. Ça surprendra beaucoup, c'est très lisible, c'est très marrant en plus de ça. Il y a beaucoup d'histoires qui sont rigolotes. Mais ça vous montrera que ce que Bill Wilson, le fondateur des alcooliques anonymes, a trouvé, c'est que seul un alcoolique peut parler à un autre alcoolique. Donc, trouvez un autre alcoolique qui est en soins et mettez-les en présence. Merci Bruno. N'est pas complète. Igor? Peut-être pour faire une synthèse de plusieurs questions, parce que tu as parlé de rock bottom, de piscine, et puis tu as dit que tu étais en recovery. Du coup, le sens des questions, c'est combien de temps ça prend pour être guéri, puisque c'est une maladie. Il y a un moment où on est guéri. Ou c'est quoi la guérison? Alors, dans notre monde, on n'est jamais guéri. C'est pas comme il y a des gens qui sont guéris du coronavirus. On n'est jamais à l'abri de ça. Et il y a tellement d'exemples de gens qui, après 20 ans, 30 ans de sobriété, de développement spirituel, etc., qui sont arrêtés et tout d'un coup, ils sont retombés et rapidement, ils sont morts. Il y a tellement de cas que ça ne laisse aucune place à la complaisance dans ma tête. Je suis atteint d'alcoolisme, je mourrai atteint d'alcoolisme. Et donc, c'est une activité quotidienne. Merci. Igor? Après, j'avais question de Frédéric. Qu'est-ce qui est le plus lourd à porter? Alors, j'ai envie de poser la question aux trois. Jean-Marc, qu'est-ce qui est le plus lourd à porter? Bah, pour moi, le plus lourd à porter, c'est de devoir chaque jour, effectivement, c'est un peu comme dans le cas de l'alcoolisme, un peu dans le handicap et tout ce que ça comporte dans mon cas. De refaire le point tous les jours pour me dire que oui, il y a des choses qui me manquent, hein, que j'aimerais faire, que je ne peux pas faire, enterrés, oubliés, mais qui sont toujours là. Et systématiquement les confronter à ce que je fais bien, à ce que j'aime faire, à ce que la vie m'apporte, à ce que j'ai envie de faire, à ce que je veux faire de ma vie, pour quelque part rebondir un peu tous les jours en quelque sorte, de façon à maintenir la dynamique. Et donc voilà, le plus lourd, c'est qu'en fait voilà, le travail ne s'arrête jamais, quoi. Bruno, le plus lourd? Le plus lourd, lorsque la question a été posée dans un premier temps, je ne trouvais rien. Parce que
Il n'y a aucune comparaison entre la vie que je vis aujourd'hui. Bon, il y a des gens qui sont fascinés par « alors tu ne bois même pas à Noël ou le premier de l'an ». Non, l'alcool, j'en ai vraiment pas besoin du tout, du tout, du tout. Donc, il y a une libération qui est phénoménale. Cela étant, reste-t-il des choses qui sont lourdes à porter? Absolument. La douleur que j'ai occasionnée aux gens que j'aime, à mes proches, le fait que mon alcoolisme s'est développé tard dans la vie, mais mes addictions, elles étaient là avant. Addiction au travail, addiction à la colère, etc. Et quand on travaille dans l'addiction, on s'aperçoit qu'en fait, il y en a beaucoup des addictions. Il y en a peut-être une qui est la plus visible. Et au fil de toutes ces addictions, j'ai fait beaucoup souffrir. Et ça, j'en suis très triste et j'en resterai toujours très triste. Toujours. Lorsque j'ai fait ce qu'on appelle dans notre jargon la 9e étape, qui est to make amends. Donc, c'est faire son amendement d'une certaine manière, ou faire amende honorable, on dit en français. Oui, auprès de mon fils aîné, avec le plus d'humilité qui m'était possible. Il m'a dit « Mais papa, je sais que tu es désolé, je sais que tu es triste, je sais que tu nous aimes, mais il en reste néanmoins que nous avons les blessures, nous avons les cicatrices et nous devons apprendre à vivre avec ça. Et ce n'est pas toi qui dois le faire, mais c'est toi qui l'as causé. » Et ça, c'est là tout le temps. Merci. Eric, qu'est-ce qui est le plus lourd pour toi? Je ne peux plus parler de ce qui est le plus lourd au présent, je peux qu'en parler au passé. Je peux parler des cicatrices qui se réveillent de temps en temps. Les cicatrices, c'était je l'ai déjà dit, la souffrance de mes autres enfants. Ça a été vraiment le plus lourd. La deuxième chose, ça a été le poids de l'environnement, les maladresses, voire les grandes agressivités de l'environnement, non pas liées à la mort de mon fils, mais liées au divorce qui a suivi la mort de mon fils, parce que le couple a explosé moins d'1 an après sa mort. Et j'ai perdu 80%, j'ai calculé à peu près, de mes relations sociales. Et ça a été vraiment, et j'en garde encore, quand j'en parle, j'en garde encore une profonde meurtrissure d'avoir tous mes amis les plus chers, ceux que je pensais qu'ils seraient là en toute occasion, ne sont plus là. Et c'était vraiment, ça reste une blessure. C'est surtout ça et puis la troisième chose aussi quand même, la question de la responsabilité. Tu parlais de la culpabilité, Jérôme, tout à l'heure. J'ai été très meurtri pendant tout ce parcours par les accusations d'être l'assassin de mon fils, quasiment, pour le dire brutalement. Et je garde encore une trace très profonde de cette accusation sociale, finalement, même un mec qui est éducateur spécialisé, qui est coach et thérapeute, qui n'a même pas vu que son fils allait se suicider, franchement, ça le fait pas, quoi. Et ça reste, je trouve ça d'une violence encore aujourd'hui. Cette question-là, des violences souvent très maladroites qui sont infligées à des gens endeuillés, en particulier dans le cas du suicide d'un enfant. Ça reste des choses, je suis très très vigilant sur ces questions-là quand j'accompagne des personnes endeuillées, parce que la question de l'environnement, la question de la responsabilité et voire de la culpabilité peuvent vraiment flinguer et tuer quelqu'un si on n'a pas une assise ontologique suffisamment costaude. Donc, je reprends la parole, Eric, pour vous donner une petite onction de baume du tigre de Michel, l'arbre d'Eric, le marathon de Bruno, la hauteur debout de Jean-Marc. Ce webinaire dense dégage une humanité intense. C'est pour vous, c'est cadeau.
Merci. Igor, à toi. J'ai une question d'Anne qui vous demande, du coup, à tous les trois, est-ce que vous faites un lien entre l'intensité de toucher sa faiblesse et la force de vie? Est-ce que vous faites un lien entre l'intensité de vos souffrances traversées et la force de vie que vous avez maintenant? Juste une image, j'ai l'image de la forge. Il se trouve que certains humains passent par une forge, au feu de la forge. Et on dit qu'une lame qui passe à la forge a une âme trempée. Et ce que j'appelle la force de vie, la force d'une lame. Et oui, mais c'est le lot de tous les humains de passer à la forge, mais il y en a qui passent dans des petites forges et puis d'autres dans des grosses. Mais le miracle, c'est ce qui sort de la forge, quoi. Et ça met une force. Moi, j'ai découvert que Eric veut dire roc, et je prends tout à fait conscience de la puissance de mon prénom après avoir traversé la forge. Bruno? Je ne sais pas s'il y a une corrélation entre ce qui était l'intensité d'avant et aujourd'hui, je suis tombé amoureux de la vie, alors que jusqu'au moment où ça remonte à 7 ans, ma décision de rejoindre Alcooliques Anonymes, je n'avais qu'une attente, c'est que ça cesse. J'ai même essayé une fois à ce que ça cesse. Ça n'a pas marché, mais bon, tant mieux. Aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de temps, donc il faut que je vive vraiment bien. Et il y a plein de trucs à apprendre, il y a plein de trucs à découvrir, il y a plein de trucs à aimer. Ça déborde de tous les bouts. De joie, d'amour, d'aspiration à la spiritualité, d'aspiration à, à la liberté d'âme. Bon, c'est plein de couleurs. Hein. Merci Bruno. Jean-Marc? Oui, moi je pense que oui, hein, intimement, c'est très très lié. C'est comme un rappel à l'ordre quotidien pour que finalement, ce qui est douloureux pour moi me rappelle constamment que, en fait, dans ma vision du monde, ce que je peux faire et ce qui me reste à faire dans la vie et tout ce que j'ai pu faire de beau, d'intéressant et tout ce que la vie peut encore m'offrir, est très nettement supérieur à tout ce que je ne peux pas faire. Et que ça dépend que de moi, en fait. Hein. Si je veux que ma vie soit intéressante, motivante, extraordinaire, ça dépend que de moi. Je veux dire, c'est pas mon handicap qui me mène à ça. Hein. Après, c'est la manière dont je me suis construit qui me montre qu'en fait, je peux toujours faire plus de choses intéressantes, avoir des projets, faire des rencontres, et puis faire de ma vie, voilà, une vie ultra intéressante. Mais effectivement, le deuil que je fais de ce que je ne peux pas faire me rappelle alors, oui, ok, d'accord, ça c'est là, mais justement, regarde devant. Quoi. Je reprends la parole avant de la redonner à Igor sur encore un petit baume du tigre. Là. Merci Eric pour cette métaphore de la forge. Merci à ton témoignage Bruno. Merci pour vos témoignages de vie. Oui, c'est cela, ça déborde. Igor, à toi, je suis vraiment trop ému, moi. Je vais continuer le baume. Alors, quel espoir dans ces merveilleux témoignages. Votre humanité est magnifique. Vous m'avez parlé d'amour de la vie, je suis profondément touché. De Pascal, merci Bruno, qui a changé mon regard sur l'alcoolisme. J'éprouve beaucoup de gratitude d'avoir pu écouter votre témoignage. Un grand merci. Il y a beaucoup de profondeur et de sincérité. Et du coup, je pense que nous, en tant qu'intervenants, on est assez touchés par ce qui se passe. On va quand même tenir le processus.
Merci. Une autre série de questions, Igor? Alors après, j'ai plus de questions, un bouquet pour toi, Jérôme, sur la première partie de la présentation. Puis peut-être qu'il y aura d'autres questions qui reviendront. Une question de ML. Comment accompagner chaque étape du deuil? Le faut-il accompagner chaque étape? Alors, faut-il accompagner chaque étape? Je crois que il ne s'agit pas de saucissonner. Il s'agit de créer un espace de soutien inconditionnel et conditionnel. Donc, il se trouve, le phénomène de synchronicité, j'ai une collègue et cliente dans un groupe de supervision qui vient de perdre un neveu qui avait 5 ans et demi, 6 ans, qui aurait eu 6 ans au mois de juillet. Et elle me dit comment je peux faire pour soutenir. Et elle me dit, est-ce que je viens de regarder ta conférence sur le deuil, qu'est-ce que tu peux me dire de faire, ou comment tu peux me soutenir, ou qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour les soutenir, pour pas qu'ils tombent dans un désespoir, voilà. Et là, j'ai dit, mais quand on en est à une rupture aussi violente, le seul moyen ou la seule support qu'on peut avoir, c'est d'être là et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et voilà. Je crois qu'il y a une présence, et cette présence, elle est d'abord inconditionnelle devant l'inadmissible, on pourrait dire. Donc, il n'y a pas à accompagner toutes les étapes, sinon à être en permanence là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est pas tant de repérer à quel moment la personne passe quelle étape, parce que ça, c'est une vision très discursive, très linéaire. Or, il n'y a pas de linéarité. Parfois, on est dans la colère, puis après dans le désespoir, et puis on revient à la colère, puis après on est un peu dans l'acceptation, puis après on revient en arrière, on se rejette soi-même. Donc, il n'y a pas de linéarité véritable. Par contre, il y a des points clés qu'il faut que l'accompagnant ait en tête. Le premier, c'est le danger de la perte de sens comme étant la finalité des choses, ce qu'on appelle le vide existentiel. Donc, mettre une protection intérieure, pas explicitée, mais si la vie a un sens, non. Mettre une protection intérieure en disant « moi, je m'accroche et je sais que la vie a un sens ». Et la qualité de la protection intérieure que vous allez pouvoir mettre va dépendre directement de la qualité de votre attachement à l'authenticité de ce que vous affirmez intérieurement. Autrement dit, il n'y a pas de baratin possible, puisque de toute façon, vous ne le dites pas. C'est une posture intérieure. Ça, c'est très important. Donc, attention au vide existentiel, au choix de l'absurdité, au choix du non-sens. Et ça, c'est vraiment un point de vigilance. Un autre point de vigilance à avoir, c'est que les processus de deuil, au moins en Occident, sont empêchés par un message contraignant très bien intégré par beaucoup, qui est un « sois fort ». C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que tu te reconnaisses vulnérable. Allez, prends ton mal en patience, serre les dents, mets le couteau entre les dents et puis vas-y. Non, non, non. Ça, le soi fort est dangereux. Il est dangereux pourquoi? Parce que subtilement, il fait avorter le processus de deuil et de perlaboration. Et donc, le coach ou le professionnel de l'accompagnement doit être extrêmement vigilant quand il sent l'odeur nauséabonde du soi fort qui ramène sa fraise. Ça, non, à ce moment-là, c'est non. Tu n'as pas à te reprocher ce que tu vis. Vous voyez, de dire ça, c'est une protection. Et c'est une parole que doit absolument avoir le coach ou le professionnel de l'accompagnement. Non, il n'y a pas de soi fort qui vaille. L'autre point de vigilance, c'est précisément puisqu'il y a la mise en place de protection, dans notre métier de coach, on sait qu'une protection est toujours ordonnée à une permission. Et donc, il faut être en mesure de donner des permissions. Et une permission qui va être très importante, c'est est-ce que la personne s'autorise à écrire une autre histoire? Parce que par fidélité, par exemple, à une personne disparue, on s'interdit
de créer un attachement avec quelqu'un d'autre. Non, tu as le droit d'écrire une autre histoire. Tu as même presque le devoir. Et quand Eric témoignait pendant la conférence, de dire, on lui a reproché de quitter sa femme en disant, ton fils Maxime n'aurait pas voulu ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Vous voyez bien combien là, il y a besoin à la fois d'une protection et d'une permission, en disant, n'écoute pas ça, parce que ça nourrit ta culpabilité, et oui, tu as le droit d'écrire une autre histoire, fondamentalement, et de façon inconditionnelle. Ça, c'est un point vraiment très important. Donc, protection, permission. Avec une protection, j'allais dire, fondamentale, qui est le refus de l'absurdité de la vie. Même si la personne n'arrive pas à faire du sens, même si vous, à bien des égards, vous n'avez pas fait sens de toute votre vie et vous acceptez certaines choses et puis d'autres, vous les rejetez. Mais il y a un choix fondamental du coach, c'est de dire, je fais le choix que la vie a un sens. C'est une posture, si vous voulez. Ensuite, ce qui va être le quatrième point, j'allais dire, pour le coach auquel il va devoir faire attention, c'est les marchandages. Et il ne s'agit pas de dénoncer les marchandages, mais de les repérer pour être conscient que la personne a besoin de ça pour digérer à peu près l'émotion désagréable qu'elle vit. Et quand je dis désagréable, c'est insupportable. Quand vous voyez quelqu'un qui se met à adorer la statue du passé ou qui dit « mais que diable allait-il faire dans cette galère ?» Il est évident que lorsque la voiture est dans le fossé, on savait par où il ne fallait pas qu'elle passe. Hein. Mais pourquoi il a tourné à ce moment-là? C'est une tentative, si vous voulez, de marchandage pour éviter que l'événement n'arrive. Or, il n'y a pas de touche annulée ou undo dans l'existence. C'est ça qui est un peu embêtant, quoi. C'est pas comme avec l'informatique. Et donc, il est très important de pouvoir repérer les processus de deuil, les processus de marchandage, pardon, dans le deuil, parce que comme ça, vous ne vous faites pas avoir. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, les marchandages sont là pour, en fait, court-circuiter. Et donc, il faut simplement être conscient de ça. Et puis, éventuellement, selon votre intuition, selon ce que vous sentez, selon l'alliance que vous avez avec la personne que vous accompagnez, peut-être souligner le fait qu'il y ait marchandage ici ou là. Là, je vous renvoie à la conférence, je ne vais pas réexpliquer tous les marchandages parce qu'ils sont explicités dans la conférence, mais c'est vraiment très, très important. Donc, récapitulons. 1. S'attacher à ce que la vie a un sens. Merci Frankel dans cette assise fondamentale. Deuxième point, mettre la protection de ce que le soi fort n'est pas adéquate. 2. Donner des permissions, notamment celle de réécrire une autre histoire. Quatrièmement, bien être vigilant sur les processus de marchandage qui, en fait, sont d'une façon sournoise un moyen de court-circuiter le deuil. À toi, Igor. Alors, question d'Anne-Sophie, qui regroupe beaucoup de questions. Quel lien entre le burn-out et le deuil, tel que décrit par toi, Jérôme? Burn-out comme deuil, comme dépression, comme moyen d'expression de. Est-ce un divorce avec soi-même? Oui. Est-ce qu'il peut être engendré des années plus tard? Oui. Alors, le burn-out est un terme qui est très utilisé, mais qui est parfois pas très bien défini dans la bouche de ceux qui l'utilisent. C'est ça que j'ai envie de dire d'abord sur le burn-out. En fait, le burn-out est un processus, en grosso modo, 3 étapes. La première étant une irritation démesurée, c'est-à-dire un épuisement émotionnel où la moindre contrariété extérieure génère des déflagrations intérieures qui amènent la personne, par exemple, à être très, très, très en colère ou être totalement déprimé. Donc, le premier symptôme, c'est un épuisement émotionnel qui provient d'une surcharge. Et c'est une surcharge psychique et une surcharge de travail effective. C'est-à-dire que la personne se brûle
littéralement, d'où l'expression en anglais burned et puis out, c'est-à-dire voilà, vous êtes sorti de l'affaire, quoi. Enfin, vous n'êtes plus bon à rien. Et donc, c'est parce qu'il y a une surcharge de travail extérieur qui s'additionne à une surcharge intérieure psychique. Il ne peut pas y avoir de burn-out s'il n'y a pas les deux simultanément. Ça, c'est le premier point. La deuxième étape du burn-out, c'est que la personne, finalement, commence à s'isoler parce que quand elle n'est pas isolée, elle perçoit tout ce qui lui arrive comme extrêmement fatigant, extrêmement sollicitant, et elle n'a plus les ressources pour faire face à ça, et notamment des ressources de surmoi ou de régulation émotionnelle. Et donc, la deuxième étape du burn-out, c'est on se coupe de l'autre, et paradoxalement, l'autre serait potentiellement une ressource, et là n'est plus vu que comme quelqu'un qui nous met dans un mauvais état, ou en face d'une incapacité à gérer finalement les conséquences de ce lien. Et la troisième étape, c'est que la personne finit par se dire, mais finalement je suis nul, mais tellement nul que je me mets à la poubelle. Voilà. Et ce processus-là, si vous voulez, ne va pas être traité en fonction du degré. Lorsque, effectivement, il y a un épuisement émotionnel, le premier temps, c'est tu vas arrêter de travailler et puis tu vas commencer à faire un travail thérapeutique pour comprendre en quoi tes valeurs viennent finalement ou occasionner une pression sur toi qui est insupportable. À partir du moment où la personne se coupe des relations, là, ça commence à être dangereux. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une médication, il faut rentrer dans la mise en place de liens, mais des liens qui soient protégeants et protégés, pas les mêmes liens que le quotidien. Et puis à la fin, il faut empêcher les personnes finalement de soit tomber malades, soit de se suicider. Mais il est évident qu'à partir du moment où vous avez, vous, une bonne estime de vous-même, il ne peut pas y avoir de burn-out. Et donc, où va se trouver le deuil? Où est la rupture d'attachement? La rupture d'attachement, c'est on finit par se rejeter soi-même. Il y a quelque chose où on ne s'aime pas. Pour moi, une des raisons de mon burn-out qui s'est passé en 2013, ça a remonté à 2007. Et je dirais même que ça a remonté à 1992. Donc, ce n'est pas un truc qui arrive comme ça. On a une capacité de résilience et de résistance qui est très forte. Mais à partir de 2007, j'ai vécu 3 ruptures importantes. La première, c'est que je suis devenu indépendant, totalement indépendant, et donc je devais faire mon business tout seul. Et quand je me levais le matin, je me dis, mais il faut que je fasse quoi? Avant, quand j'étais dans un collectif, au moins je faisais ce qu'on me disait. Et donc, il y a une rupture par rapport à un chemin tracé ou à des liens qui supportent, qui soutiennent. Donc ça a été la première rupture. La deuxième rupture, c'est que dans mon travail thérapeutique, j'ai fait un travail assez important sur la représentation de ma spiritualité. Donc moi, je suis né dans une famille chrétienne très engagée, et tout d'un coup, ce qui faisait mon fondement spirituel, mon expérience personnelle, l'a cassé. Et c'est pas comme si quelqu'un me disait, mais tout ce que tu crois, c'est des carabistouilles, c'est n'importe quoi. Non, j'ai constaté moi-même que ce que je croyais ne tenait pas la route. Et donc, une rupture fondamentale ici avec ce qui me fondait d'un point de vue spirituel. Et puis, la troisième difficulté qui a été la mienne est dans ma vie personnelle, et notamment ma vie de couple. Et donc, quand vous accumulez les trois, et que vous avez des grandes valeurs, que vous faites un métier de l'accompagnement, etc. Et Eric le sait très bien, parce qu'à l'époque, on travaillait ensemble main dans la main. Si vous voulez, moi, j'ai explosé en plein vol. Et donc, en fait, les 3 ruptures d'attachement sont ruptures d'attachement avec un certain lien professionnel et avec un salariat, la rupture par rapport à une représentation de la spiritualité et du rôle que ça a pour me donner un sens dans la vie, et enfin, la rupture avec ce que j'imaginais être ma relation conjugale et ma relation à mes enfants. Donc, quand vous avez les 3, vous partez en vrille, quoi. Et donc, il y a eu 3 deuils à faire. Et à ce moment-là, sur chaque point, j'ai dû reconstruire. Mais je vous avouerai que j'ai encore une peur, par moments viscérale, pourvu que je ne retombe pas dans une succession de ruptures d'attachement comme ça, parce que je ne sais pas si je vais être capable de refaire quelque chose. Et il m'a fallu 7 ans dans la partie, si vous voulez, spirituelle, il m'a fallu 7 ans pour arriver à me remettre à prier ou à méditer sans avoir des maux de tête et des maux de ventre épouvantables. Donc 7 ans pour recréer un lien à cet endroit-là.
Et donc, vous voyez bien que ici, le burn-out n'est qu'un symptôme de rupture d'attachement. Ici, j'ai juste décrit les miens. Donc, il y a vraiment un lien, mais il faut que la personne l'établisse. En tout cas, quand on accompagne effectivement le burn-out, il y a à regarder d'abord où en est la personne par rapport aux 3 étapes de épuisement émotionnel, coupé ou isolement de la relation, et ensuite on se met à la poubelle. Et les protocoles à mettre en place ne sont pas les mêmes. Mais en tout état de cause, en ce qui me concerne, pour le burn-out, c'est vraiment des affaires de deuil à faire, profond. Une dernière question peut-être, Igor. On va arriver vers les 20h30. Alors, une dernière question, et puis après, j'aimerais aussi relire un peu les témoignages qui sont apparus dans le fil. Une question de Laurent. Quel lien fais-tu, Jérôme, avec le plaisir et le désir de changer? Quelle est la place de la volonté? Quelle place tu donnes à l'élan vital, à l'énergie de vie que nous devons contacter pour passer à l'action? Bon, alors vous avez 4 heures, prenez une feuille et puis on va… C'est Laurent Claret qui pose la question? Je ne sais pas. Voilà. Alors, c'est… Repose-moi les questions une à une. Je vais essayer d'y répondre à chaque fois en 15 secondes. Alors, quel lien fais-tu, Jérôme, avec plaisir et désir de changer? Alors, ce qui est certain, c'est que c'est plus facile de changer quand on a le plaisir de changer. Et un des points clés, c'est d'apprendre à changer par plaisir et de créer les conditions pour que le changement soit une certaine forme d'épanouissement. C'est pour ça que je distingue bien la notion de changement et la notion de transformation. La transformation est intérieure, le changement est extérieur. Et donc, souvent, on nous dit, il va falloir que tu changes, parce que si tu veux réussir ta vie, mon pote, ça va pas être comme ça, parce que pour reprendre l'expression de Jean-Marc, le prix des allumettes, ça va pas être comme ça tous les jours. Donc, il va falloir que tu changes. Là, c'est le plus court chemin pour empêcher la transformation. Donc, en fait, c'est écrit par Françoise Kourilski, passer du désir au plaisir de changer. Et donc, s'il y a désir, c'est qu'il y a implicitement la perception que la situation d'après changement ou après transformation va être mieux. Donc oui, à partir du moment où on a une rupture d'attachement, le fait d'envisager quelque chose de mieux après peut être un grand levier. Simplement, quand les ruptures d'attachement sont trop violentes, comme celles dont nos témoins nous ont parlé, c'est difficilement envisageable en ces termes. Donc passer du désir au plaisir de changer, oui, c'est un chemin. On peut avoir ça comme ligne directrice, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Et donc, moi, la façon dont je travaille ça, c'est que je fais travailler la personne sur ce qu'elle aime faire, essentiellement. Voire à développer son mode opératoire identitaire itératif, c'est-à-dire son excellence dans l'action, c'est-à-dire ça ne vieillit pas et ça, on ne peut pas s'en séparer parce que c'est complètement introjecté dans la personne. Bon, ça, c'est un autre sujet sur le travail du MO2I. Donc, mais je fais vraiment travailler le plaisir dans l'action de telle sorte que la personne redécouvre le désir de vivre. L'autre question, c'était… Du coup, je pense que tu as répondu aux autres questions qui étaient quelle est la place de la volonté et quelle place tu donnes à l'élan vital, à l'énergie de vie? Alors la volonté, moi je disais souvent que j'étais quelqu'un de pas du tout volontaire et très velléitaire. Attention aux mots qu'on utilise. Comme le disait Bruno tout à l'heure, l'alcoolisme n'est pas un problème de la volonté. Et on valorise beaucoup les gens qui ont une volonté à toute épreuve. Moi, je peux vous dire que quand je suis amoureux de quelqu'un, j'ai la volonté de me lever à 5 heures du matin si je peux aller la voir plus tôt. Ce que je veux dire par là, c'est que la volonté doit être ordonnée à quelque chose qui est désirable et qui va permettre à la personne de grandir. Et vous allez voir que les velléitaires, à un moment donné, ils vont devenir volontaires. Et ceux qui n'ont même pas la velléité, ils vont devenir velléitaires, puis ensuite volontaires. C'est-à-dire que je suis assez radical sur la formulation. La volonté, bien sûr, ça se travaille. Mais ce qui se travaille surtout, c'est le désir de l'objectif qu'on va atteindre et puis la connaissance de soi, c'est-à-dire comment on met en place nos fameux sabotages, etc. Mais je partirais du principe que voilà, la volonté, c'est pas un problème. Et s'il y a un problème de volonté, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles se mettent en œuvre. Comme ça, plus de problème. Et pour conclure, juste faire un medley
Merci à Bruno, Eric et Jean-Marc. Vous êtes une preuve magnifique que l'espoir est toujours là. Ce webinaire m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup à Jérôme et aux témoins. Merci à tous. Les témoignages sont très émouvants. Je vis avec vous un superbe moment. J'en perds presque le fil. Merci à vous pour ces pépites d'enthousiasme partagées, ces graines de reliance. Ce webinaire fera partie des moments forts de cette année, des moments marquants de mon cheminement. Peut-être qu'on fera une compilation et qu'on partagera Oui. qui sont enrichissants. Donc on arrive au moment de la clôture. J'aimerais tellement qu'on puisse boire un verre ensemble et continuer la conversation à bâton rompu. Et quand je dis un verre, je ne dis pas que ça va être un verre d'alcool, Bruno. Ça peut être du Perrier, c'est-à-dire le champagne de ceux qui n'ont pas le droit de boire d'alcool. Voilà. Mais c'est simplement vous dire à quel point en fait votre présence et j'allais dire presque votre silence intérieur et religieux, dans le très bon sens du terme, m'a beaucoup touché et qui m'a amené à être en contact avec mes émotions de façon très 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 puissante. Je voudrais encore remercier chacun des témoins, y compris Nelly qui n'était pas là ce soir, et c'est grâce à eux que j'ai pu faire cette conférence sur le deuil, même si moi mon boulot c'était de théoriser et qu'un de mes talents c'est de le faire. Mais vraiment, sans eux, ça n'aurait pas pu être. Et sans l'équipe de Frédéric, d'Igor, de Cécile, je n'aurais pas pu non plus me lancer dans cette aventure des webinaires que je vais poursuivre, même au-delà des webinaires gratuits, bien sûr, au-delà du déconfinement ou plutôt au-delà du confinement. Et donc, quelques nouvelles ou quelques annonces. Mercredi prochain, le webinaire parlera de la régulation en équipe. Pourquoi on a décidé avec l'équipe de faire ça pour mercredi prochain? On l'a décidé aujourd'hui, hein, parce que je pensais faire un autre thème. Mais en fait, à partir du moment où on va se retrouver en entreprise, où on va se retrouver presque dans la même configuration qu'avant, eh bien, les problèmes qui n'auront pas été résolus vont soudainement ressurgir. Et ils vont ressurgir avec une intensité qui peut être soit bien moindre, soit plus grande. Mais en tout cas, ce ne sera pas du tout la même. Et donc, un des enjeux, c'est d'apprendre ce que j'ai appelé le continuum de régulation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut effectivement dialoguer au sein d'une équipe avec des processus vraiment précis. Je vous les cite hein, dans l'ordre de la plus petite intensité émotionnelle à la plus grande, que sont la mise à plat de représentation, la métacommunication, la régulation relationnelle, la confrontation, la médiation et la gestion de conflits. Voilà. Encore une fois, ce continuum n'est pas dans n'importe quel sens. Je vois que Frédéric, tu les as répétés en même temps que moi. Il se trouve que Frédéric est un de mes étudiants ou a été un de mes étudiants et donc j'enseigne ça régulièrement. Et donc il est très important pour tout un chacun de connaître un certain nombre de processus pour parler ou pour évoquer les difficultés qu'on a, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient communicationnelles, etc. Et disposer des processus avec des protocoles clairs, à la limite, si vous n'en servez pas, ça ne vous fera pas de mal, mais je pense que beaucoup de gens peuvent en profiter, à commencer par la communication avec ses enfants, avec ses amis quand il y a de l'eau dans le gaz, etc. Donc, je reprendrai ces 6 points et j'essaierai de mettre en exergue à la fois les enjeux et les protocoles associés. Voilà, ça, ce sera pour mercredi prochain. Nous allons mettre à partir de la semaine prochaine aussi, ou en fin de semaine prochaine, nous mettrons en ligne la conférence sur les croyances. Et dès lors que je mets en ligne une conférence gratuite, eh bien, je créerai un webinaire associé pour faire les apports complémentaires. Et ce sera sur le même mode que le webinaire sur les relations toxiques, c'est-à-dire que je partirai de vidéos pour vous montrer comment en fait se manifestent les croyances limitantes et nous amènent à vivre la vie de merde que nous pouvons avoir si nous n'avons pas conscience de ces croyances limitantes, ou au contraire, le bonheur de cultiver les croyances ouvrantes, en tout cas en tuant la croyance que nous pouvons ne pas avoir de croyance. Voilà, c'est pas possible de ne pas avoir de croyance parce que nous n'avons pas accès à toute l'information, donc on est obligé d'en créer. Voilà, donc j'aborderai mercredi prochain
le continuum de régulation, puis la semaine suivante, ce sera la conférence sur les croyances, puis la semaine suivante, le webinaire sur les croyances. Et en vrac, j'ai demandé à ceux qui le voulaient bien de m'envoyer des thèmes, parce que moi, une de mes passions, c'est effectivement de sortir en allant à la mine quelques pépites de tous les théoriciens et puis de développer des modèles. Et donc, si vous avez des thèmes, n'hésitez pas à m'en proposer. En tout cas, les thèmes que j'ai vus, c'est par exemple, parlons des peurs. Alors ça, c'est un sujet qui peut être extrêmement intéressant au webinaire. Un autre qui est finalement, quel est le modèle d'identité en psychologie humaniste et qu'est-ce qu'on utilise en coaching. Ou un autre thème que j'aborderai aussi avec un grand plaisir, c'est quelles sont les différentes postures de consultant, de coach, de thérapeute et d'accompagnant spirituel. À chaque fois, c'est de l'accompagnement, mais on s'aperçoit qu'on ne traite pas le même niveau logique et qu'on n'a pas nécessairement la même posture et les mêmes protocoles. Donc, je ferai aussi un webinaire là-dessus. Je pense que j'aborderai aussi, parce qu'une question m'a été posée sur quelle est la place de la spiritualité dans l'accompagnement. Et donc ça, c'est un sujet absolument merveilleux. Et donc tous les sujets comme ça, moi, je me régale à les nourrir, sachant que même si on ne me pose pas les questions, je me suis quand même lancé en 2013 dans la rédaction d'une somme qui va faire 10 bouquins, ce qui fait quand même 4500 pages. J'en ai écrit 2500, donc je suis à peu près à la moitié. Et donc même si on ne me pose pas les questions, de toute façon, j'y répondrai. Voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir assisté. Et puis, nous ferons effectivement un bouquet de vos feedbacks. Nous les enverrons, bien sûr, aux témoins qui étaient là, mais on vous les enverra aussi par l'intermédiaire de YouTube, etc. Et si vous voulez bien faire quelques témoignages, pas forcément longs, mais qu'on puisse mettre en ligne, soit sur les sites, soit sur LinkedIn, soit sur YouTube, etc. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la notoriété passe par les likes, passe par les messages, passe par les témoignages. Et donc, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à nous en faire part. Et si vous voulez envoyer des témoignages personnalisés à chacun des témoins, envoyez-les nous, ils arriveront à bon port. Voilà. Une toute petite information complémentaire, et ça c'est de la pub pour Eric. Sachez que Eric a mis au point tout un accompagnement des personnes qui sont en grande souffrance de deuil. Et donc, nous avons travaillé pendant des années ensemble. On vient de passer 5 ou 6 ans, entre guillemets, un peu éloignés l'un de l'autre pour chacun nos chemins. Et ils sont en train de se remailler. Et je tiens à te témoigner, Eric, toute l'affection que j'ai pour toi. Je tiens à témoigner à mon frère aussi toute l'affection que j'ai pour lui, qui est très forte. Et puis à Jean-Marc, que je connais pas depuis longtemps, depuis à peu près 1 an, et avec qui j'ai une amitié extrêmement profonde aussi. Et donc un grand merci à chacun d'être là, et puis à très bientôt.